Cette session intitulée Full Stack Creativity avec Meteor. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, c'est la dernière ligne droite. Qui suis-je? Je m'appelle Anthony Girouille. Le jour, je suis développeur indépendant. Je travaille sur du Java et du JS, et sur les deux stacks, le back-end et le front. Et le soir, je contribue à plusieurs projets open source autour de l'écosystème Asciidoctor, et je développe un outil qui s'appelle Press. Vous avez eu une conférence entre midi et 2, qui est basée sur les GitHub Pages et qui sert à bloguer. Les objectifs de cette présentation, c'est de vous faire un petit peu un topo de ce qu'est Meteor, de comment ça fonctionne, de développer une application et au final d'avoir du feedback en fait sur votre ressenti sur cette presse, notamment au travers de l'application qu'on va développer. Avant de continuer, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous. Je voudrais savoir qui fait du back-end dans la salle. Ok. Qui fait du front et qui fait pas de dev et qui est plutôt là pour voir juste la side technique. Ok, 2 personnes. J'adopterai ce que je dirais. Donc, qu'est-ce que c'est que Meteor? Meteor, c'est un environnement de développement ultra simple pour construire en fait des applications web modernes. La phrase qui choque un peu et qui provient de l'équipe de Meteor dit que ce que vous pouviez faire avant en quelques semaines, même avec les meilleurs outils, aujourd'hui vous pourrez faire en quelques heures avec Meteor. Donc ça paraît un peu prétentieux, mais on est pas loin de la vérité quand même. Angular et React par rapport à Meteor, c'est pas la même chose. Angular et React, ce sont des frameworks qui sont destinés à faire du dev front-only, là où en fait Meteor adresse les deux stacks. Avec Min.io et Min.js, on s'approche déjà un peu plus de Meteor, parce qu'on peut à la fois travailler sur le back-end et à la fois travailler sur le front-end. Mais la grosse différence pour Meteor, c'est que c'est un peu plus all-in-one. Avec Meteor, on parle d'un environnement et non d'un framework. Quand je dis environnement, c'est quand vous installez Meteor, vous installez Node, vous installez NPM, vous installez MongoDB, et tout un paquet de librairies JavaScript qui vont vous aider dans votre développement, des librairies comme jQuery ou Underscore. Et tout ça, c'est packagé dans Meteor, vous avez juste installé Meteor et le tout est là. Donc Meteor repose sur 7 principes. Le premier principe, c'est le data on the wire. Ça consiste en fait à limiter les échanges de flux HTML. Vous en avez en fait qu'un unique échange HTML, le premier qui va charger votre page. Et l'ensemble des appels suivants se feront via protocole DDP. Donc ça marche sur WebSocket et c'est une sorte de REST basé sur WebSocket. L'avantage de travailler avec des WebSockets, c'est qu'on a une communication à double sens entre le client et le serveur et ça permet de développer des applications très réactives. Meteor met à disposition une autre fonctionnalité qu'on appelle les méthodes. C'est une sorte de RPC et ça permet en fait de dégager le métier du client, de le sortir côté serveur et du coup du client de faire des appels aux méthodes RPC et de garder en fait le métier vraiment dans le bac. Le deuxième principe, c'est de travailler avec un unique langage. Meteor par défaut, il est fait pour travailler en JavaScript, travailler en JS côté back et côté front. L'avantage, c'est que vous pouvez partager votre code entre votre client et votre serveur. Et vous avez aussi la possibilité, si des fois JavaScript vous horripile, de travailler avec d'autres langages type CoffeeScript ou même TypeScript. Le troisième principe, c'est la database everywhere. Par défaut, MongoDB est inclus dans Meteor. Dans le client, on a ce qu'on appelle MiniMongo. C'est un framework qui implémente en fait la plupart des fonctionnalités de MongoDB, mais dans votre navigateur. Un des gros avantages de cette structure-là, c'est que vous partagez une API commune en fait entre votre back et votre front. Donc vous mutualisez les développements. Et les deux éléments, en fait, MiniMongo et MongoDB, sont synchronisés tous les deux via WebSocket en fait sur le protocole DDP. Le quatrième principe, c'est la latency compensation. Par défaut, Meteor va préfetcher les données que vous avez dans vos collections MongoDB pour les mettre dans les connexions MiniMongo. Et du coup, votre client va travailler dans un premier temps sur MiniMongo. Ça va vous donner en fait une sensation d'hyper-réactivité parce que tout le côté latence réseau va être un peu masqué par la synchronisation entre MiniMongo et MongoDB. Et si toutefois les insertions que vous faites dans MiniMongo qui ensuite sont jouées dans MongoDB nécessitent un rollback pour des problèmes de droit ou des erreurs quelconques, vous avez dans un deuxième temps en fait un rollback dans votre client. Donc c'est invisible sur des connexions 4G, enfin des connexions internet pardon. Ça peut se voir éventuellement sur des connexions 3G avec un débit assez faible. Le cinquième principe, la full stack reactivity. Donc tout Meteor, en fait, son concept de base, c'est d'être réactif.
Il y a plusieurs éléments dans Meteor, tels que les templates, les collections ou les sessions, qui sont des composants dits réactifs. Ça veut dire qu'en gros, votre DOM et une partie des pages web vont se rafraîchir sur ces éléments-là. Et du coup, dès qu'il y a un changement côté serveur, donc par exemple pour base Mongo, Minimongo est informé, et comme Minimongo, on attache des collections, automatiquement le template au-dessus qui est basé sur cette collection va être mis à jour. Embrasse de l'écosystème. Meteor, c'est open source, c'est sous licence MIT, vous pouvez le forker, vous pouvez en faire ce que vous voulez. À l'instar d'NPM, on a un outil qui s'appelle Atmosphere qui propose donc à ce matin 7987 packages. Donc il y a très peu de chances que vous ne trouviez pas ce dont vous avez besoin pour développer avec Meteor. Et si toutefois vous n'arrivez pas à trouver votre bonheur, vous pouvez facilement wrapper en fait vos modules Node dans Meteor. Il y a juste un fichier qu'on appelle package.json qui définit les points d'entrée en fait sur vos modules Node.js. Le dernier point, la simplicity equals productivity. L'idée c'est que Meteor c'est focus à la base sur le dev, donc on fait une installation facile, simple. On n'a pas de changement de contexte, on reste toujours dans son même éditeur de texte, on ne passe pas d'un Atom à un Eclipse, on reste vraiment focus sur son éditeur. Et on a des développements efficaces, on a un navigateur qui va réagir aux changements, on a tout un panel d'outils et des modules en fait qui répondent à la plupart des besoins. Le quick start, donc il est très simple, on fait un curl sur l'install.meteor.com, qu'on pack dans un SH et ça vous installe Meteor. Avant de faire ça, vérifiez quand même le contenu d'install.meteor.com, sait-on jamais à man in the middle. Pour créer votre application, une seule commande, Meteor create et le nom de l'application que vous voulez créer. Et une fois que l'application est créée, vous vous rendez dans le dossier qui a été créé à la création, vous tapez Meteor et votre application est démarrée. J'en ai fini avec les slides, donc c'est le moment de la démo. L'objectif, c'est de faire une application donc, qui va aller sniffer Twitter, qui va prendre vos tweets et puis faire une analyse de sentiments sur le texte contenu dans le tweet. Sur la gauche, on a une première colonne qui contient les top users, au milieu l'ensemble des tweets et à droite un compteur qui compte les tweets que j'aurais récupérés. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui est écrit, ça va, au fond aussi. Ok. Du coup, je vais créer une application que je vais appeler BDX. Donc là, Meteor, il va aller sélectionner tous les packages par défaut d'une application Meteor. Il va m'initier mon applicatif. Je vais dans le dossier BDX, je lance Meteor et il me démarre mon appli. Donc là, il démarre un proxy, il démarre MongoDB, il charge tout un panel de fichiers JS au démarrage. Et il va me démarrer mon application en local sur le port 3000. Hop. Donc là, il me dit que mon application tourne sur le port 3000. C'est bon. Donc cette application, en fait, c'est juste une application de présentation. L'idée, c'est de cliquer et d'incrémenter un compteur. Ici, 8 fois. Donc ça, c'est un objet de session. Je vais vous montrer ce que ça a généré. Continuer. Donc j'ai un fichier CSS qui par défaut est vide, mais qui contient l'ensemble des déclarations de CSS de mon applicatif. Un fichier par défaut HTML qui ne contient pas les balises HTML, mais l'intérieur de ce qu'il pourrait contenir. Donc notamment un head avec un title, un body. Dans ce body, j'ai un titre. Et ici, Meteor repose sur Spacebar, qui est une extension d'Handlebar. Donc j'ai ce qu'on appelle un appel de template. Donc on le reconnaît en fait avec les doubles moustaches plus le chevron. Et ce template, en fait, il est mappé sur la déclaration de template qui est juste en dessus et identifié par son name, dans lequel je retrouve un bouton click me et une balise de paragraphe qui contient ici ce qu'on appelle un helper. Et un helper, c'est ni plus ni moins qu'une fonction JavaScript qui peut soit prendre des paramètres, soit pas, et qui retourne une valeur. Et derrière, j'ai un fichier JS, en fait. Donc, comme je vous disais, le code est mutualisé à la fois sur le client et sur le serveur. Donc là, c'est la configuration par défaut. On a bien la distinction entre le client ici et le serveur ici. Quand je suis dans le client, je définis une variable de session ici qui s'appelle counter. Je définis un helper qui s'appuie sur le template hello, qui est le template que j'ai défini ici.
Et dans ce helper, en fait, dans la liste des helpers que je peux fournir à ce template, je définis un helper counter qui va retourner en fait la valeur qui est contenue dans la session. Derrière ça, j'associe un événement au bouton qui dit que quand je clique sur le bouton, je vais aller setter la variable de session counter en y mettant le get de counter et je fais +1. Et du coup, j'ai la partie serveur dans laquelle j'ai rien de défini. Et quand je vous dis que c'est vraiment partagé entre le serveur et le client, j'ai vraiment ici un fichier qui s'appelle bdi.js et je retrouve à la fois le code de mon client et le code de mon serveur. Donc ça c'est bien pour une petite démo, un petit POC, mais c'est pas terrible pour une application qui part en production. Du coup, Meteor en fait a mis en place des conventions. Donc on va restructurer l'application. Donc on supprime tout ça. Et par convention, quand on crée un dossier client dans Meteor, l'intégralité des fichiers qui seront dedans seront exposés au client. Si je fais un dossier serveur, l'intégralité sera destinée au serveur, et tout le reste sera partagé. Donc par habitude, moi je fais un dossier shared collection dans lequel je vais aller mettre tous mes fichiers JS qui vont définir mes collections. Voilà. Donc je vais aller récupérer la maquette en fait que j'ai préparée pour ce talk. Et du coup, je vais aller la mettre. Donc là vous voyez, ma page est blanche. Et je vais aller mettre en fait mes maquettes directement dans le dossier client. Et en fait, automatiquement, Meteor va détecter un changement au niveau de la présence des fichiers et va me ficher ma maquette. Donc là, elle est dans un état pas très belle. Il y a eu une presse sur le CSS, c'est pas vraiment mon truc le CSS. Donc je vais aller charger en fait tout un panel de librairies, dont Material Design. Et tout un autre panel de librairies, notamment une application, un module qui permet d'aller consulter l'API Twitter. Un autre module ici, Sentiment, qui permet de faire l'analyse de sentiments. Le framework Material Design et Moment.js qui va me permettre de faire de la mise en forme sur les dates. Donc pendant que Meteor installe tout ça, je vais pouvoir commencer à structurer mon applicatif. Donc là, Meteor en fait va détecter l'ajout de paquets. Si je le mets en plein écran. Voilà. Et là du coup, en fait, sans rien demander, Meteor a récupéré tous les fichiers qui sont dans le client et les a rechargés. Donc maintenant, je veux récupérer tous mes tweets. La première chose à faire pour récupérer tous les tweets, c'est d'aller déclarer une collection de tweets. Donc je fais un fichier qui s'appelle... Je peux le nommer comme je veux. En fait, Meteor s'occupe de faire le merge. Vous avez vu, à aucun moment j'ai défini un fichier grunt qui s'occupe de faire la compilation ou la minification du fichier JS. C'est Meteor qui s'occupe de faire tout ça. Donc je fais un fichier qui s'appelle tweet.js dans lequel je vais aller déclarer une collection. Donc là, tous les outils que j'utilise, donc là j'utilise Atom, il y a un paquet de plugins qui permettent de développer avec Meteor, j'en utilise deux principalement, un pour la corrigation syntaxique et un pour tous ces petits helpers de code là. Donc là juste taper mcall en fait, il m'a généré la description d'une collection. Donc quand je vous dis qu'il y a des outils pour développer, c'est vraiment, il y a des trucs sympas. Donc là je définis une collection de tweets et juste le fait de faire ça, en fait, ça m'a créé une collection dans ma base Mongo et dans mon mini Mongo. Donc si je retourne dans ma console, ici, j'ai accès en fait à mes tweets. Donc là, je récupère un curseur. Je peux aussi récupérer l'intégralité des tweets. Donc là, j'en ai pas, j'ai un tableau vide. Mais ce qui est cool aussi, parce que je suis en dev et j'ai envie d'aller vite, si je fais pas de faute de frappe, je peux aller insérer un event que je vais appeler BDX. Et là, il va m'insérer ça dans MiniMongo. Mais comme MiniMongo est synchronisé avec Mongo, si derrière, je me connecte à l'instance Mongo, donc je tape Meteor Mongo pour me connecter, et que je vais aller voir dans mes tweets, là, je vais avoir mon tweet. C'est cool ça, ça permet de développer vachement vite. J'ai pas eu besoin de faire tout plein de connecteurs de clients Mongo pour aller faire mes inserts. Mais du coup, ce qui est vrai dans un sens, c'est aussi vrai dans l'autre. Donc là, je mets JSC, j'ai joué JSC il n'y a pas longtemps. Exact, merci. C'est vrai dans l'autre sens. Donc, du coup, si je fais ça maintenant, j'ai bien mes deux objets en mini-Mongo et j'ai pas mis 3 heures à synchroniser les deux. Et là, on pourrait dire que je suis en dev, mais même si je suis sur le net, ça va quand même super vite, c'est hyper réactif. Alors ça, c'est cool, encore une fois, pour le dev, quoi. C'est un peu comme la structure de fichier.
Mais le problème, c'est qu'en prod, j'ai pas envie que tous mes utilisateurs s'amusent à dropper mes collections, quoi. Donc pour ça, il y a une commande super simple, qui s'appelle meteor remove, et il y a deux paquets en fait à delete. Le premier qui s'appelle insecure, qui va vous empêcher de faire les inserts et les removes dans les collections, et le paquet auto-publish, qui va éviter en fait de publier l'ensemble des informations des collections à vos clients. Là, j'ai eu tous les tweets de mon client et j'ai rien demandé, c'est la fête. Donc du coup, je peux dropper ces paquets. Une fois que j'ai droppé ces paquets, donc là je vais avoir ma page qui va se rafraîchir. Voilà, donc Meteor a chargé, puis je vais pouvoir fetcher, puis j'ai plus rien. J'ai plus un seul tweet. Et si du coup je veux récupérer l'information, il faut que je mette en place une méthode de publish subscribe. Donc là je vais faire un fichier qui va s'appeler main.js. Donc par convention, le fichier main.js il est chargé en dernier parmi tous les fichiers qui sont présents dans la stack, donc là dans le serveur. Et puis je vais aller faire un publish. Et je vais aller publier les tweets. Et puis là, du coup, il y a Meteor 1.2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc je peux faire de l'E6, c'est cool. Et puis je vais aller chercher l'ensemble de mes tweets. Ça, j'en ai pas besoin. Mais par contre, là j'ai publié, du coup dans mon client, il faut que je subscribe. Donc je vais faire pareil, un fichier JavaScript qui va s'appeler main.js, et dedans, je vais faire une subscription à la publication que j'ai faite juste auparavant. Donc là du coup j'ai bien ma page qui s'affiche, et maintenant quand je fetch, j'ai mes deux objets. Par contre, je peux toujours pas insérer. Donc ça c'est cool parce que c'est ma partie serveur qui va s'occuper d'insérer les tweets. Donc histoire de tout remettre à zéro, je vais aller dropper mes tweets. Et je vais commencer à implémenter la récupération des informations, enfin des tweets que vous allez pouvoir émettre. Si vous pouvez être cool et tweeter pendant la séance, une fois que ce sera en place, ça serait super. Donc je vais définir un client à l'API. Et ce client en API, en fait, il prend normalement un objet qui contient le customer key, l'API key, enfin tout ce qui permet en fait de communiquer directement avec Twitter. Et c'est une application que j'ai définie au préalable. Donc là, je pourrais m'amuser à définir un objet avec toutes ces clés, mais Meteor en fait nous permet d'aller chercher un fichier externe de settings. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai sorti tout ça dans un settings Twitter. Et là, du coup, le compilateur il va gueuler parce qu'il dit qu'il ne trouve pas la consumer key. Donc je stoppe. Et je vais aller chercher le fichier settings que j'ai configuré auparavant. Et je vais aller le copier ici. Donc je mets un point devant, parce que par convention, tous les fichiers qui ont un point sont ignorés en fait par Meteor sur la distribution. Mais par contre, je peux quand même le charger au lancement de mon applicatif. Et là, du coup, je vais pouvoir démarrer Meteor en mettant mon fichier settings. Il va redémarrer, il va prendre en compte ce fichier-là, et du coup, mon tweetmaker va pouvoir s'initialiser avec les paramètres. Et au passage, je vous montre le fichier settings, c'est juste un simple objet JSON avec ici Twitter, et c'est le Twitter que je retrouve en fait dans mon fichier JS de serveur, ici. Maintenant, j'ai dit que je voulais me brancher sur le stream, donc je vais définir une variable stream qui va aller chercher un stream qui s'appelle status.isFilter, c'est le stream de Twitter. Hop. Donc là, je me mets sur le status.isFilter. Et je vais dire que je vais traquer en fait tout ce qui contient BDX.io. Donc là, je vais mettre BDX.io sans le @ sans le dièse, comme ça je vais avoir à la fois le hashtag et à la fois le compte. Maintenant que j'ai mon stream de défini, il faut que je l'écoute. Donc à chaque fois que je vais avoir un tweet, là je vais aller jouer une fonction qui prend en paramètre le tweet reçu. Et dans ce stream, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par aller calculer le sentiment en fait de mon tweet. Donc pour ça, je vais définir une variable sentiment. Vous avez vu, j'ai pas eu besoin de faire des imports dans mon fichier, en fait, tout est global, quoi. Le fait, par exemple, que j'ai pas mis un var sur ma collection, ça fait que c'est global. Si j'avais mis un var, en fait, Meteor, il fait un wrapping de fonctions de chacun des fichiers, et le fait que j'aurais mis un var, le tweet n'aurait pas été accessible depuis l'extérieur. Donc ça, c'est pas mal, en fait. Si vous voulez accéder facilement à vos informations, c'est plutôt pratique. Donc là, comme j'ai chargé le sentiment dans la définition, il expose un objet sentiment. Et cette application, enfin ce module, en fait, prend en paramètre un texte et optionnellement une liste de mots sur lesquels on fait l'analyse. Donc là, j'ai préparé en fait quelque chose qui s'appelle Word. Donc là, la variable Word,
il va me dire qu'il la connaît pas, qu'il connaît pas, il sait pas ce que c'est. Donc là, ça va pas péter parce qu'il faudrait que je reçoive un tweet pour que ça pète. Mais en fait, c'est un fichier que j'ai préparé en amont. Ah, si, voilà. Donc là, il y a un tweet qui est arrivé. En fait, il me dit que Word, il ne le connaît pas. Donc Word, c'est un fichier JS que je vais mettre dans le serveur. Et ce fichier Word, en fait, il contient un ensemble de mots en français. Donc c'est une bête traduction du fichier JS en anglais qui est fourni par Sentiment, que j'ai passé dans Google. Donc la traduction, il ne faut pas l'évaluer, hein, elle est elle est moyenne, quoi. Mais elle suffit à des mots. Et en fait, c'est là-dessus que va se baser l'analyse, quoi. Donc comment marche Sentiment? En fait, il prend une phrase, il regarde les mots, il prend chaque mot qu'il trouve, il fait la somme des pondérations, c'est supérieur à 0, c'est cool, c'est inférieur à 0, c'est pas cool. Donc si vous dites ce n'est pas génial, bah, il va croire que c'est cool, et pourtant c'est pas cool. Voilà, donc c'est les limites en fait de la librairie. Donc maintenant que j'ai le sentiment, je vais aller créer une copie du tweet. Donc je vous ai dit qu'il y avait un panel de librairie qui était installé en fait avec Meteor, dont _JS. Donc je vais prendre ce tweet et puis je vais aller l'enrichir en fait avec un sentiment et qui est égal, enfin qui est le sentiment que j'ai calculé au préalable. Donc là j'ai créé mon tweet. Maintenant ce que je veux faire, c'est l'insérer. Là j'insère mon tweet. Donc ça va commencer à insérer des tweets. Le truc c'est que moi je veux aussi récupérer sur la droite là, hop ici, les users. Donc ce que je veux c'est qu'à chaque fois qu'un tweet arrive aussi, je crée ce qu'on appelle un top user, ce que j'ai appelé un top user, et je vais aller faire un compteur qui va s'incrémenter à chaque fois qu'il y a un élément qui arrive. Donc je vais définir une nouvelle collection. Je vais faire un nouveau fichier, je suis pas obligé, mais je trouve ça plus propre. Et là du coup, je vais faire une collection top user. Donc qui ne sera pas accessible pour le coup parce que il faut que je la publie subscribe. Hop. Donc là, je vais retourner l'ensemble des top users que j'ai trouvés. Je peux passer des paramètres en argument, mais là, j'en ai pas besoin. Et pareil, côté client, il faut juste que je m'abonne à la publication. Donc là, maintenant, j'ai aussi accès à mes top users dans mon front. Je vais pas vous montrer parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Hop. On fait quoi là? Du coup, je vais pouvoir aller chercher, alimenter cette collection. Et pour ça, je ne vais pas faire un insert, je vais faire un observe. Parce qu'à chaque fois que je vais arriver, je ne veux pas créer un nouvel utilisateur, mais mettre à jour l'utilisateur existant. Donc cet utilisateur, il sera identifié par son ID. Donc chaque tweet, en fait, chaque tweet a un objet qui s'appelle user, qui contient l'ID de l'utilisateur qui a fait son tweet. Donc je vais utiliser ça en fait pour identifier le top user que j'ai dans ma collection. Et ce top user, il aura plusieurs propriétés. Il aura un nom, qui est dans l'objet, l'attribut user en fait du tweet. Et il aura aussi l'image de profil. Donc là, je vais reprendre exactement le même le même attribut que ce qui est présent dans l'objet user. Comme ça, vous identifierez bien l'utilisation par la suite. Hop, profil URL. Et puis en plus de ça, donc là, c'est vraiment ce que j'ai fait. Il aurait fallu qu'il faut que, en Mongo, en fait, il faut que je set. Voilà. Donc là, je set les attributs de mon tweet. Hop. Et puis en plus de ça, ce que je vous ai dit, je voulais incrémenter un compteur qui va aller faire +1 en fait à chaque fois que je vais avoir un appel à cet observe. Donc là, je vais faire un count, et puis je vais dire qu'il prend +1 à chaque fois. Donc à chaque fois qu'un observe va se faire, ça va faire +1 sur l'attribut count qui sera dans mon user. Donc là, c'est bon, ça devrait marcher, mais non en fait. Alors pourquoi ça marche pas? Il me dit Meteor que là, ici, j'ai un appel, j'ai un callback, et que je devrais normalement mettre tous mes callbacks dans une méthode qui s'appelle bindEnvironment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là j'utilise une librairie qui est écrite en Node, il y a de fortes chances, qui est asynchrone, ce qui fait que quand on joue la fonction en asynchrone, on n'est plus dans un environnement Meteor, on a perdu les liens. Donc pour ça, Meteor en fait met à disposition une méthode qui s'appelle bindEnvironment, qui garantit qu'au moment où la méthode est exécutée, on soit dans un environnement qui soit ISO à celui qui était au moment de l'appel. Je ne sais pas si c'est très française. Et donc du coup, si on tweet normalement,
si on tweet, vas-y par là, hop. Je devrais normalement avoir. Ouais, ça c'est. Ouais, merci. Je vais pouvoir refaire mon tweet inutile. Ou peut-être que quelqu'un a tweeté. Donc on va voir. Donc là j'ai bien des tweets qui viennent s'insérer dans ma collection. On va voir aussi pour les top users. Donc déjà si j'ai la collection, il y a de fortes chances qu'il y en ait. J'ai Jérémy qui a tweeté. Merci Jérémy. Je sauve ma démo. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir attaquer le front. Donc j'ai tous mes tweets, mes top users, je vais pouvoir attaquer sur mon client. Donc là j'ai un fichier HTML qui est assez volumineux. Si je me mets à coder là-dedans, en fait, c'est un peu crade et au bout d'un moment, je risque de m'y perdre en fait, tellement le fichier va grossir. Donc je peux très bien utiliser en fait le système de template que j'ai présenté juste avant dans le code généré. Et puis je vais pouvoir ici appeler un template qui va s'appeler tweet. Donc là, j'ai Meteor qui va me dire qu'il ne trouve pas le template tweet. Donc là c'est pareil, l'aide au dev en fait est assez cool, vous savez rapidement d'où vient le problème. Je vais faire un nouveau fichier, un nouveau dossier dans lequel que je vais appeler tweet, dans lequel je vais mettre la définition de mon template. Et je vais définir un template tweet avec un S. Et puis je vais aller coller. Donc là, si je reprends je vais aller coller le code. Si je reprends ma démo, j'ai plus rien. Là, normalement, elle va se rafraîchir et je devrais retrouver mon interface avec les tweets au milieu. Donc le but, c'est pas de vous apprendre à découper une application. Je l'ai pré-découpé avant de venir. Hop. Et donc du coup, dans mon client, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Là. Tac, puis je vais pouvoir dire qu'est-ce que j'ai en trop. Donc j'ai copié le dossier client en fait, et du coup dans mon client, normalement je devrais avoir un découpage ici, mais je ne l'ai pas. Oui, c'est ma. Là j'ai copié au mauvais niveau. Tac, tac, tac. Là, on est revenu comme c'était. Je vais recopier du coup. Hop, ça mis point client. Ici, pourtant c'est bon. Voilà, on est bon. Donc du coup, mon fichier index HTML, j'ai ici un appel de template à user, ici un appel de template à tweet, et ici un compteur que j'ai pas mis dans un template parce qu'il est tellement simple que ça valait pas le coup. Et ça devrait dégager. Ça devrait me faire là. Du coup, je vais pouvoir attaquer sur les tweets. Donc les tweets, je vais commencer par sortir l'ensemble des tweets que j'ai ici. Je vais aller mettre ça dans un template tweet. Donc je vais faire un template tweet. Et ici, dans mon dossier tweet, en fait, je vais faire un nouveau, pardon, ici, décidément, un nouveau template que je vais appeler du coup tweet, et dans lequel je vais aller mettre le code du tweet. Et je vais aller supprimer le deuxième tweet en fait qui ne sert plus à rien. Donc là j'ai un tweet d'affiché, moi ce que je veux c'est boucler sur une liste de tweets, donc j'ai ce qu'on appelle un meter each qui va permettre d'aller boucler sur les tweets. Donc là par contre les tweets en fait c'est ce qu'on appelle un helper et il est défini nulle part. Donc normalement Meteor me dit que le tweet, et puis ici, n'existe pas. En plus que ça j'ai un petit token. Bon, okay. Donc je vais aller définir ici mes tweets. Donc je vais faire ce qu'on appelle un helper que je vais appliquer sur le template tweet. Un helper tweet qui va faire un return en fait du coup de ma collection que je peux utiliser partout. Et puis en plus de ça, bah, je vais la trier. Donc du coup, c'est un peu comme en Mongo, c'est pas vraiment la même syntaxe, mais c'est à peu près la même chose. Et je vais la trier sur le timestamp
un champ qui s'appelle timestamp.ms, qui en fait la date de création du tweet. Donc là, je vais aller retourner l'ensemble des tweets. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'ici, il me dit que j'ai une erreur. Non, c'est bon. Donc là, j'ai beaucoup plus de tweets déjà. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas alimentés correctement. Donc je vais aller dans mon tweet ici. Donc comme je suis dans un template tweet, que je boucle sur une liste de tweets, ici, en fait, dans mon contexte, j'ai mon tweet. Ce qui fait qu'en gros, mon vis, c'est le tweet. Donc si je fais ID, là, je suis sur le vis.id, donc le tweet.id. Si ici, je vais chercher ce qu'on a défini tout à l'heure, le profil URL image, enfin dans l'user pour le coup, profil image URL, je vais aller récupérer pareil l'URL de l'image. Ici, je vais aller récupérer le name, le sentiment je le ferai après, le time je le ferai après. Là, je suis sur l'attribut texte de mon tweet. Normalement ici, je devrais voir maintenant apparaître au beau visage et toute BDX et le contenu. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas super clair. Tac. Donc ça c'est bien, maintenant je veux afficher les images. Donc chaque image en fait, chaque tweet contient un élément qu'on appelle un extended entity. Et cet élément là en fait contient un autre élément qui s'appelle media, qui est un tableau de médias. Donc je suis dans mon tweet toujours, donc je vais prendre l'extended entities .media qui est le tableau. Et comme c'est un tableau, bah, je peux boucler dessus dans mon if. Puis je vais aller afficher l'image que je occupe. Donc là, le fait d'avoir fait un each, je suis plus dans le même contexte, je suis dans le contexte du média, pour chaque média que je vais récupérer. Donc ici, c'est comme si j'avais le média, point, un champ qui s'appelle média URL. Si c'est ça. Média URL, et puis il faut que je moustache quand même. Et là, du coup, je vais avoir les photos qui vont apparaître. On peut qu'il y en a eu de prise dans les autres confs. Voilà. Donc ça, c'est cool. L'ensemble est quasiment fait, hormis que j'ai pas traité le négatif. Donc le négatif, je vais faire une fonction helper encore, que je vais appeler getSentiment, et qui prendra en paramètre le sentiment du tweet en fait. Donc là, hop. Ce getSentiment, bah, je fais comme je fais pour les autres éléments, je fais un helper, donc sur mon tweet pour le coup, et puis je vais l'appeler getSentiment. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai mixé à la fois les écritures S5 et S6. Meteor s'occupe de tout compiler. Derrière, il y a du Babel pour faire la compilation. Et ce que je vais dire ici, c'est que si mon sentiment, donc il y a un score qui est supérieur à 0, je vais faire un return de positive. Donc j'ai préparé la feuille de style. En fait, quand il y a une classe positive, ça met une belle couleur. Sinon, ça masque le tweet parce que c'est pas bien de dire du mal. Hop, là, si j'ai un tweet qui est négatif, je vais aller mettre négative. Et puis si j'ai rien du tout, si j'ai pas de, enfin si j'ai un score qui est égal à 0, je vais mettre neutral. Donc maintenant, je vais avoir ma liste de tweets qui va se rafraîchir. Et sur la droite, voilà, j'ai bien le neutral avec la couleur en fait qui est associée au tweet que je voulais afficher. Voilà, on a quasiment fini pour la partie tweet. Il y a juste ici le go. Le go, bah, c'est tout simple. Hein. Je fais pareil, un helper que je vais appeler go, qui va prendre le timestamp ms de mon tweet. Ici, je fais un helper que je vais appeler go. Et puis bah, là, j'ai envie de le faire en ES6, pourquoi pas. Et du coup, bah, je vais appeler une library que j'ai chargée au début du talk, qui s'appelle moment. Et puis bah, moment, je lui passe un number, parce que le number, en fait, il peut être en string, donc je vais m'assurer que enfin le TS, il peut être en string, je vais m'assurer que ça soit bien un number. Et puis je vais dire from now, en fait, en from now, pour aller me calculer le temps passé depuis le tweet. Et donc maintenant, en fait, dans mon tweet, j'ai bien il y a quelques secondes, une minute. Donc ça, c'est cool. C'est fait. Maintenant, je voudrais m'occuper de la partie top user. Et le truc, c'est que vous allez me dire, Meteor, c'est bien, c'est cool, mais moi, mes équipes, elles font du legacy, elles font de l'AngularJS. J'ai pas envie de les faire monter en compétence sur un autre framework. Bah, ce qui est cool, c'est qu'avec Meteor, maintenant, depuis la 1.2, en fait, vous pouvez utiliser Angular dans vos applis. Du coup, vous avez juste à faire un Meteor add Angular 1.2, 1.0.2, et il va aller vous chercher Angular.
La petite particularité, c'est qu'il faut définir en fait votre application au démarrage de l'appli. Par convention, le dossier lib qui est dans client, c'est tous les fichiers JS qui sont chargés avant tous les autres en fait. C'est ce qu'on charge en premier. Donc je vais aller créer dans ce fichier, pardon, hop, dans ce dossier, pardon, un fichier JS que je vais aller appeler Angular, mais que je pourrais appeler comme bon me semble. Hop. Et puis dedans, je vais aller créer une application Angular. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Angular, en fait, la création d'une application, ça se fait par la définition d'un module dans lequel on vient en fait, définir des modules sur lesquels on va s'appuyer. Donc là, je vais prendre un module qui est fourni par Meteor qui s'appelle Angular Meteor. Voilà, donc j'ai mon appli, et maintenant dans mon index HTML, je vais aller virer ça. Parce qu'en fait, comme c'est pas du spacebar, ça marche pas de la même manière, je vais aller faire un include. Mais en amont, j'aurais fait un data ngapp pour aller mettre ici en fait mon application, la définition, je veux dire que mon application Angular elle démarre à partir de ce point-là. C'est ici qu'elle va travailler. Ici, je vais aller faire une div, et puis Angular met à disposition en fait une directive pour aller chercher, charger en fait un fichier un peu comme les templates, quoi, parce que j'ai fait en amont, un fichier Angular. Et du coup, là, je pars de la racine, donc il va être dans client, et puis je vais le mettre dans top user, et puis je vais l'appeler top user. Petite particularité, pardon, il faut l'appeler ng.html pour que Meteor sache que c'est un fichier Angular et qu'il ne l'interprète pas comme un template normal. Hop, ici du coup je vais renommer mon fichier. Je vais l'appeler ng Angular. Et du coup, la seule chose que j'ai à faire en fait, c'est de virer les templates. Là normalement je ne devrais plus avoir ma colonne à gauche, il n'y a plus les users. Puis dès que je vais sauvegarder, la Meteor il va recompiler le tout, il devrait me remettre une petite colonne à gauche. Cool. Donc mon application Angular fonctionne. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller définir un contrôleur. Donc je vous l'ai dit, je suis en ES6. Allez, bam, je fais une classe. C'est cool. Je fais presque du Java, quoi. Une classe, et puis cette classe, elle aura un constructeur. Hop. C'est juste que du coup, je sais plus où j'en suis. 9 minutes. Ça va être chaud. Un constructeur. Hop. Bon, pour l'instant, ce constructeur, il prend rien. Et puis du coup, je vais aller déclarer mon contrôleur Angular. Donc pour ça, je récupère le module BDX que j'ai défini au préalable. C'est pour ça que c'est important de le faire en premier, en fait, parce que sinon, je l'aurais pas, il ne serait pas défini au moment où je l'appellerai ici. Et puis je vais faire un contrôleur qui va s'appeler top user controller. Et du coup, qui va prendre en injection en fait un service ou une factory, je ne sais pas comment il est défini, qui va s'appeler Meteor, et puis qui prendra derrière mon top user controller. Donc comme je fais une injection de Meteor, de $Meteor, il faut que je l'injecte dans mon constructeur, ici. Et le but, c'est d'aller chercher l'ensemble des top users qui sont contenus dans ma collection. Donc pour ça, je vais aller faire sur mon contrôleur, je vais aller définir une variable qui va s'appeler top user. Puis vous allez voir, c'est très dur d'aller requêter ma collection Mongo. En fait, Meteor met à disposition une fonction collection sur l'objet Meteor. Et puis comme le top user il est transverse à tout, j'ai juste ça à faire. Et du coup, là j'ai mes top users qui sont renseignés. Donc ici, je suis à l'intérieur de mon ngapp avec mon include. Je vais aller lier en fait mon contrôleur. Donc, je vais faire un data-ng-controller qui va être égal. Ici, donc comme on écrit bien ces applications Angular, on va utiliser le contrôleur as. Je vais l'appeler TU-CTRL. Et ce contrôleur, je vais pouvoir l'utiliser derrière dans mon application. Donc ici, je vais faire j'ai une balise de type link qui boucle. Donc, je vais virer le reste. Et puis sur cette balise-là, je vais utiliser en Angular ce qu'on appelle un ngRepeat. Donc là, du coup, ça va être les top users dans les TU-CTRL top users. Et rien qu'en faisant ça, du coup, je devrais déjà boucler en fait sur mes top users. Donc je devrais avoir sur la gauche, je devrais voir l'ensemble en fait des users qui ont tweeté. Maintenant, je vais aller chercher les informations qui sont contenues dedans. Donc là, c'est underscore ID qu'on a défini au moment où on fait l'observe.
ici, c'est le top user point profil dans score image sur URL. Et puis ici, bah, ça va être pareil. Hop, voilà. Le top user point name. Et là, le top user point count, qui est en fait l'accumulation des tweets. Normalement ici, je devrais avoir mes users qui se mettent à jour avec le nombre de tweets. Donc ça c'est cool. Par contre, ils sont pas triés. Donc en Angular, c'est plutôt facile en fait de trier les repeats. Hop, un order by. Et puis je dis que je le trie par le count, mais en mode inversé en fait. Je le veux en décroissant. Donc là, je fais un order by moins count. Et je devrais avoir le plus de count en haut. Donc voilà pour la partie Angular. Maintenant, il me reste mon compteur à faire. Ici. Et vous allez me dire, ouais, Angular c'est cool. Sauf que moi, je trouve ça has-been. Et puis, j'ai pas envie de me faire avoir avec Angular 2. Donc, je vais faire du React. Ok, pourquoi pas. Faisons du React. Donc là, pareil, depuis la version 1.20, on peut faire du React avec Meteor. De la même manière, on fait un Meteor add React et on ajoute le paquet React. Donc ça, c'est cool. Donc là, j'ai une balise qui est un ID counter. Donc je vais aller définir un fichier app.jsx. Oh, du JSX quoi. J'ai pas de fichier grunt à faire pour compiler. C'est Meteor qui va s'en occuper. Et dedans, je vais aller faire sur le startup de mon application un React.render. Je vais faire une balise, un composant que je vais appeler counter. Et puis je vais le mettre sur l'élément en fait, qui possède l'ID counter, tout simplement. Get élément d'ID. Hop, là. Hop, counter. Donc là, rien que le fait de faire ça, en fait, je définis mon application Angular et cette valeur counter que je retrouve ici. Donc ça va disparaître, ça va excluser en fait et remplacé par le composant counter que j'aurais défini. Et là, normalement, il me dit voilà, j'ai pas counter qui est défini. Donc il y a vraiment Meteor s'occupe vraiment de tout, de vous informer sur toutes les parties de votre dev. Donc définition de l'élément counter, on va faire un fichier, c'est un fichier du coup counter.jsx. Je peux l'appeler Toto aussi, je suis pas obligé de l'appeler counter. Et dedans, je vais faire une variable counter qui est globale. Et je vais faire un react.createClass. Donc c'est comme ça qu'on crée les objets en React. Et dedans, je vais y passer un mixin. Un mixin, c'est un ensemble de fonctions qui viennent surcharger en fait le composant que vous êtes en train de créer. Et ici, il s'appelle React Meteor Data. Et grâce à ce mixin, en fait, vous allez avoir accès aux informations Meteor. Donc là, je vais définir une méthode qui va être appelée en fait par ce mixin, qui s'appelle getMeteorData. Si, c'est ça. Et en fait, qui est une fonction. Non, j'ai n'importe quoi. Qui retourne, pardon. Qui retourne. Alors, je sais plus. Qui va aller retourner en fait le count total de mes tweets. Donc c'est un counter et ça va être un top user, un tweet, pardon. .find .count. Donc ça devrait retourner l'ensemble de mes tweets en fait. Hop. Et derrière, je vais faire le render de mon composant. Je sais plus s'il y a les parenthèses, c'est fou ça. Et je retourne du coup, entre parenthèses, une div dans laquelle je vais aller mettre mon count. Donc là, je le récupère en faisant un this.data. Donc this.data, c'est ce qui est créé en fait sur mon composant par le getMeteorData. Et puis je vais mettre ici les tweets. Hop. Et normalement, avec ça, en croisant les doigts, je devrais avoir le nombre de tweets qui s'affiche à droite. En croisant les doigts. On explicit token. Donc là, c'est que j'ai une erreur quelque part. Hop. Ici. Allez. Sauf qu'il s'appelle counter. Hop.
Voilà, donc j'ai fait une application qui contient à la fois du spacebar, à la fois du React et à la fois de l'Angular, quoi. Donc maintenant, il n'y a plus de raison en fait de ne pas faire de Meteor. Hop, on va revenir sur la fraise. Fin du démo time. Hop. Donc voilà, je ne l'ai pas démontré par le code, mais on a les méthodes en fait. Donc là, on définit côté serveur une méthode, et côté client, on fait un call sur cette méthode en allant passer les paramètres. La sécurisation, pensez bien quand vous codez à enlever avant de partir en prod votre auto-publish ou votre insecure. Et pareil, il y a une méthode qui est fournie par Meteor qui permet de checker les paramètres en entrée, notamment le type, si vous voulez vous assurer en fait de la qualité de la data qui arrive. Le testing, il y a un framework qui s'appelle Velocity qui vous permet de faire vos tests, donc que ce soit les tests unitaires avec Jasmine ou Mocha, les tests fonctionnels avec Cucumber notamment, et vous avez tout un tas de reporters. Donc vous pouvez très bien charger en fait ces reporters dans votre CI pour avoir vos résultats de build et de test. Le déploiement, vous avez une plateforme de test qui est fournie par Meteor pour faire du testing. Elle est résidée régulièrement, donc c'est pas vraiment des applications, c'est pas un endroit pour mettre une application en prod. Vous pouvez déployer sur vos serveurs avec une méthode de bundle, donc c'est un Meteor bundle et puis le nom du paquet dans lequel on met en target-z. Et après vous mettez ça dans une application Node en fait. Parce que mine de rien, Meteor ça se base sur du Node et au moment où vous faites le bundle, il vous transcrit tout ça en applicatif Node. Et il vous faut donc sur votre serveur Node et Mongo. Ou alors vous pouvez mettre ça dans le cloud. Donc avec Galaxy, Galaxy c'est un produit qui est sorti ce mois-ci, ou le mois dernier, je ne sais plus, en même temps que la 1.2 en fait, et c'est la solution cloud qui est fournie par Meteor, donc qui est monitorée, qui est dimensionnée comme il faut. Vous pouvez aussi le faire dans le Digital Ocean, je l'ai fait pour une de mes applis. Scalingo qui est français, qui est sur Lyon, que je ne connais pas, et puis Backlever Cloud qui est nantais. Donc c'est cool. La supervision, Kadira, et je pense même que j'ai le temps de vous montrer le tableau de bord de Kadira. Donc en fait, on a l'ensemble du dashboard ici, et puis on peut avoir les infos sur les pub-sub, les infos sur les méthodes, on peut voir toutes les erreurs, on peut jouer sur la périodicité sur laquelle on veut filtrer, donc il y a tout un ensemble de métriques sur lesquelles vous pouvez avoir une vision. Hop. Les choses importantes à noter, en mai dernier, ils ont fait 20 millions de levées, donc ils ont de l'argent, c'est plutôt solide, ça va durer dans le temps. Je vous disais, en septembre, il y a Meteor 1.2 qui est sorti avec le support de S6, enfin ES 2015, Angular et React. Et ils ont sorti Galaxy. Galaxy, du coup, c'est bien en octobre, leur plateforme de cloud. Les conclusions, Meteor, c'est quand même un framework, un environnement de développement qui vous permet de développer des applications de manière rapide. Et maintenant, il vous permet de développer des applications avec les stacks que vous utilisez actuellement. Donc, c'est facile en fait de monter dessus. Vous pouvez adresser en fait l'ensemble de votre style dans un même langage, donc c'est plutôt bien parce que vos équipes du coup n'ont pas à se former à une variété de langages. Enfin, c'est bien et pas bien, mais il y en a qui aiment utiliser plein de langages, d'autres non. Mais vous pouvez du coup mutualiser les devs. Et puis c'est cool quoi, c'est du JS. Voilà, j'en ai fini, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Ça a l'air vachement cool. Du coup, je me posais s'il y avait des inconvénients, en laisser quelques-uns. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a la même chose mais pour du mobile? Ouais, alors la question c'est que c'est vachement cool, mais on se demande s'il y a des inconvénients à utiliser Meteor et si c'est utilisable dans le cadre du mobile. Meteor en fait propose tout un packaging à base de Cordova, donc vous pouvez déployer vos applications Meteor sur mobile. Ça c'est le premier point. Et l'autre point, est-ce qu'il y a des problèmes, enfin des contraintes à l'usage de Meteor? Je dirais que Meteor c'est plutôt un environnement qui va être destiné aux applications riches, type Trello, type Gmail. Donc vous n'allez pas faire un site à grosse volumétrie avec Meteor, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, il y en a qui vous diront si on peut, il suffit de clusterer. Mais je pense pas que ça soit vraiment le use case de Meteor. Voilà. Ah, question? Donc, tu as montré que ça utilise ES 2015. Côté navigateur, c'est transpilé. C'est transpilé avec Babel. Donc ouais, la question pour la vidéo, c'était on utilise de l'ES6, enfin de l'ES 2015, et dans le client comment ça marche. Donc Meteor, en fait, il s'occupe de compiler votre code en ES5, et du coup, c'est utilisable de l'IE9 jusqu'à ++, quoi. Voilà. Et du coup, je pourrais peut-être même vous montrer, si j'ai un peu de temps, quoi. Hop. Juste pour
pour info. Bon, ouais, décidément. Je voulais vous montrer en fait les trames Meteor qui passent. Ça prend pas longtemps. Donc en fait, le WebSocket il marche comme ça. À chaque fois qu'on fait un ajout dans la collection, on a un message qui part avec la collection, le tweet, l'ID. Et régulièrement, en fait, il y a Meteor qui ping-pong le serveur. Et puis vous pouvez du coup savoir si vous êtes connecté offline ou pas, quoi. Voilà. Et du coup, bah, hop. Voilà. Donc mon compte GitHub c'est Anthony. Mon Twitter c'est Anthony_Q. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me pinguer. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je remercie BDXL de m'avoir invité. Puis merci à tous pour votre écoute.